Bonjour à vous, ceci est la 4e vidéo consacrée à l'architecture d'entreprise, architecture d'affaires. Nous allons parler d'Archimate. C'est quelque chose qui devient de plus en plus important, Archimate, qui est de plus en plus déployé. Et du coup, je vais vous faire une courte présentation d'Archimate qui comprendra entre autres des modèles de cartes pour vous donner une idée. Ensuite, pour la mise en œuvre, il faut vous faire appuyer. Je ferai quelques vidéos sur comment sélectionner les bons objets et des éléments, mais pas immédiatement. Je ferai aussi d'autres vidéos qui concerneront un autre euh, outil de modélisation qui est le BPM, qui permet de modéliser les processus. Donc pour cette vidéo, écoutez, commençons par Archimate avec cette présentation. Comme toutes les autres présentations, celle-ci aussi ne fait pas exception, elle fait l'objet d'un copyright. Elle est protégée, ne peut pas être utilisée ou diffusée à des fins commerciales sans mon information et sans mon consentement. Dans la première vidéo que j'ai publiée, je vous ai présenté ces exemples de cartes. Avec à gauche une vieille carte Michelin qui date du début du 20e, au milieu la carte de Paris et puis un exemple de description d'objets de cartographie qui viennent de cartes de Cassini, 17e, 18e siècle. Et en haut, à droite de mon écran, vous avez une palette, ce qu'on appelle la palette, qui est la palette d'objets que l'on met en œuvre avec Archimate. Donc Archimate, c'est un modèle en couche. C'est pour ça que vous voyez ces grands traits. La difficulté avec Archimate, c'est les couleurs. Donc pour ceux qui ne voient pas les couleurs, il va falloir se repérer au pictogramme. Ce que je peux vous dire, c'est que cette couche-là, qui est la couche des chaînes de valeur et des capacités, elle est un peu orange, pas très belle. Celle-ci est jaune, c'est la couche business. Celle-ci est bleue, c'est la couche applicative. Celle-ci est verte, c'est la couche technologique. Encore une couche verte, physique. Et la couche de motivation qui est violette. Et je vous prie de m'excuser. Souvent, je dis c'est la couche bleue ou la couche verte. Donc, ce sont des abus de langage. Il faudrait dire la couche métier, la couche de stratégie, la couche applicative, la couche technologique. Donc, je vais essayer de faire attention. Alors, on va parler d'Archi et on va parler d'Archimate. Archimate est une démarche, un langage de modélisation. Archi, c'est une solution gratuite, open source, qui va vous permettre de démarrer avec Archimate. Archi a une double vocation. C'est effectivement, on peut produire des cartes, mais c'est aussi une solution qui permet de valider la conformité à la norme Archimate des autres solutions. Donc, à partir d'Archi, il existe un modèle qu'on peut extraire, qu'on peut récupérer, qui est un modèle Archi, et qu'il va falloir intégrer dans la solution payante pour valider que cette solution est bien complètement compliante et respecte bien la norme Archimate. Alors, l'architecture d'entreprise, on n'en a pas encore parlé beaucoup. C'est une discipline et c'est un métier. Donc, c'est une discipline qui se situe en gros entre la gouvernance et puis le projet. Donc, de la gouvernance, on va tirer un certain nombre de portefeuilles d'idées, de portefeuille d'activités. J'aime peu le mot portefeuille de projet parce que ça donne l'impression que les choses sont bien séparées, bien identifiées et sans pas intégrées. Or, non, c'est pas vrai. C'est vraiment la vision que je porte de choses très intégrées, très harmonisées, très partagées. Donc, on a un portefeuille d'activités et puis on a la gestion de projet qui ne va pas s'arrêter. On va toujours réaliser les activités en mode projet. Certaines en mode pérenne, comme la maintenance, mais les gros investissements se font avec une démarche projet qui perdure, que ce soit un projet agile ou un projet plus classique en cycle en V. Au milieu de tout ça, on trouve ce qu'on a appelé pendant longtemps l'urbanisation, donc il y a la structuration du SI avec une vision très métier, une vision informatique aussi, donc cette double vision que je vous ai expliquée, et on va cartographier le système d'information, c'est-à-dire à l'issue du portefeuille et de la décision de réaliser un investissement, on doit disposer des cartes qui vont nous permettre de réaliser cet investissement et ce projet. Un petit peu comme quand vous construisez une maison, vous contactez un architecte qui va vous faire des plans. Il va y avoir dedans des plans très généraux,
des esquisses et puis des plans d'exécution qui vont très finement décrire comment la maison doit être construite, avec quelle technologie, quel objet, quel matériau, et ça va permettre de faire un budget qui sera le plus précis possible. C'est-à-dire que si vous voulez maîtriser vos projets, à la fois dans le temps, dans le budget, vous devez avoir une vision très précise de ce que vous voulez faire et donc des cartes. Au niveau portefeuille, au niveau gouvernance, peut-être que vous n'aurez que des cartes très générales. Par contre, au cours du projet, il va falloir améliorer ces cartes et les compléter pour matérialiser à la fois ce que vous allez faire, donc à partir des exigences qui peuvent être technologiques, fonctionnelles ou non fonctionnelles, et à la fois avec des user stories qui vont décrire finement des choses, et il va falloir pour chaque élément avoir un système de cartes qui va venir décrire ce que l'on fait et comment on le fait. Avec Archimate, on cartographie selon un modèle qui est un modèle en couche. On a la vision business architecture qui est constituée à la fois des chaînes de valeur, des capabilities, mais aussi de cette fameuse couche qui démarre avec un petit bonhomme que j'appelle la couche jaune, qui est la couche métier, où on va avoir des processus, des fonctions business, des services, des informations, des données, des rôles, des acteurs. On va avoir une couche applicative qui s'appelle Information System, qui est à la fois une couche fonctionnelle, une application, c'est un ensemble de fonctionnalités au sens Archimate, et elle est effectivement données, donc données automatisées. On retrouve aussi des processus et des services applicatifs. Ces couches sont étanches, mais elles se parlent. Et je vous montrerai comment, avec les exemples de cartes, comment on relie les couches les unes avec les autres, de façon à pouvoir porter des analyses de dépendance ou des analyses d'impact. On va avoir une couche technologique, ce que j'appelle la couche verte. Cette couche verte, elle commence avec un cube qui représente un node, qui a un élément de physique, un device, un serveur, ou un élément logiciel, donc c'est un élément informatique qui va porter de la technologie. Donc ça va être du serveur, du logiciel, des interfaces, du réseau, des fonctions techniques, même du processus technique, des services technologiques et des données au sens physique du terme, des bases de données. Un fichier JSON, c'est un bon élément de données. Un topic Kafka, c'est un bon élément de données. Donc, on voit là qu'on est vraiment dans de la technologie assez fine. On va avoir aussi une couche physique qui va intéresser les acteurs qui parmi vous sont soit des industriels, soit dans le retail où on va avoir des équipements, par exemple des équipements pour porter des choses lourdes. On va avoir des entrepôts, on va avoir du matériel et on va avoir aussi des éléments, des matières à transformer dans le cas industriel. On aura une couche de motivation qui va effectivement, qui aurait pu être mise en haut avec la vision des value streams, des capabilities, qui va décrire pourquoi on transforme, pourquoi on a besoin de transformer et de faire un projet de transformation. Et ce projet de transformation pourra porter uniquement sur des couches technologiques, sur des couches fonctionnelles, sur des couches business et voire sur un ensemble de choses. Je veux faire un point d'arrêt sur ce que j'appelle cette couche bleue système d'information. C'est ce que j'appelle la couche de consensus. C'est une couche qui doit être comprise par tous les acteurs, quelle que soit leur origine, c'est-à-dire que ce soit des informaticiens ou que ce soit des acteurs métiers. Tout le monde doit être capable de comprendre cette couche entre guillemets bleue, qui est donc cette couche de consensus qui fait le lien entre une vision très technologique et une vision business, processus, organisation, chaîne de valeur ou capability. Elle est extrêmement importante. C'est le liant avec toutes les autres couches. Et il ne faut pas la dénaturer. Je vois par exemple des applicatifs où on me met Kafka. Non. Kafka, au mieux, c'est un élément technologique. Là, je vais avoir quelque chose, une application qui va être échange de données. Ça, c'est bien comme élément fonctionnel et comme applicatif. Une application pour échanger des données. Et techniquement, ça va être Kafka.
peut-être, ou autre chose, ou de l'échange de fichiers, comme on le faisait autrefois, TXT, CSV, choses comme ça. Mais j'aurai toujours cette application échange de données et derrière, je vais avoir la vision technologique de comment je le fais. Donc ça, c'est vraiment important, avoir ça en tête. Cette couche de système d'information, c'est ce qui permet de parler à tout le monde, quel que soit son niveau de compréhension de la technologie. Ça peut être un acteur, métier, euh, dans un bureau, sur une chaîne de fabrication, dans un magasin. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a un esprit très technologique, qui va mettre en œuvre de la technologie. Voilà, sur ce modèle en couche, l'essentiel de ce que l'on peut en dire. Maîtriser Archimède, c'est maîtriser l'usage de ces objets, leurs relations, et savoir comment transformer un dessin, puisque je vous ai dit, ou une histoire, puisque je vous ai dit qu'on commençait par un dessin et une histoire, en carte Archimède, donc en utilisant ces éléments-là. D'où vient Archimate? Alors Archimate, c'est une démarche qui provient de l'Open Group et qui a un frère jumeau qui s'appelle TOGAF. TOGAF, c'est la vision processus de l'architecture d'entreprise et Archimate, c'est la vision cartographie, c'est le langage de cartographie. TOGAF va aller jusqu'à décrire les éléments d'artefacts qu'on doit modéliser, mais ne dira pas comment. Archimate va dire comment. Donc, grâce à TOGAF et Archimate, on va construire ce qu'on appelle des repositories, des dictionnaires de cartes, d'objets, des modèles de référence qui vont être utilisés pour construire, maintenir le système d'information et les organisations. TOGAF et Archimate sont très liés. Les ronds jaunes, là, c'est la description de la démarche TOGAF. On utilise la phase préliminaire, parce que cette phase préliminaire, elle permet de dire qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre. Et puis, les phases de A à E sont fortement utilisées dans le respect actuel de TOGAF. Donc, la vision de l'architecture, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi l'objectif premier? La vision business, quels sont les éléments du business, capability, processus, fonction business, fonction métier qui sont impactés. La vision système d'information, données. La vision technologique, donc quelles sont les technologies informatiques que l'on met en œuvre, et la vision solution et opportunité de solution répondant à ces besoins technologiques. Tout tourne avec TOGAF autour d'un référentiel d'exigence. Pour le référentiel d'exigence, je vous conseille de regarder ce qu'a produit IIBA. Donc IIBA, Information Institute of Business Analysis, International Institute of Business Analysis, qui effectivement explique très bien ce que c'est qu'une exigence. TOGAF s'en est d'ailleurs largement inspiré. Les visions migration, implémentation et change management sont moins mises en œuvre de nos jours avec la vision TOGAF qui est quand même très rigide pour ces aspects-là. On va utiliser d'autres démarches projets plus agiles, du DevOps, de l'agilité, du Scrum, du Kanban, tout ce que vous voulez. Malgré tout, je vous conseille quand même de lire ce qui est écrit parce que les principes sont réellement existants. Ils ne sont pas mis en œuvre de la même manière, mais ils existent. Archimate va nous apporter ces grandes taches de couleur là qu'on a. On a la business layer, l'application layer, la technologie layer, l'implémentation et la migration, stratégie et motivation. Donc, on va vraiment avoir ces deux référentiels qui vont se parler et se répondre, l'un mettant en œuvre les principes de l'autre. Voici la carte, une des cartes d'Archimate. C'est sans doute pas la meilleure parce qu'il manque, entre autres, les value streams. Donc, elle n'est pas complètement à jour, mais ça vous donne une idée des différents objets et des différentes relations. Ce qui est le plus compliqué avec Archimate, c'est par quoi je commence. C'est de ne pas mélanger les points de vue. Si j'ai un point de vue business, je parle réellement business avec des business éléments. Si j'ai un point de vue technologique, je parle réellement technologique et je ne fais pas un mélange des deux. Souvent, je vois des cartes qui utilisent beaucoup cette couche d'application parce qu'on ne sait pas trop si on est dans une vision business ou une vision technologique. La deuxième chose qui est compliquée avec Archimate, c'est de comprendre les relations. En pratique, vous n'allez jamais tout utiliser.
Vous n'allez pas utiliser tous les objets, vous n'allez pas utiliser toutes les relations. Mettre en place Archimate, c'est réellement sélectionner les objets dont vous avez besoin pour produire des cartes et faire en sorte que toutes les personnes de votre entreprise sachent lire les cartes. Ça veut dire qu'il ne faut pas multiplier les objets. Il faut rester sur un usage extrêmement simple, extrêmement dépouillé. Alors, les puristes de la démarche, souvent, quand ils regardent mes cartes, émettent des doutes parce qu'effectivement, il n'y a pas tout le détail. Mais pour moi, le détail, on va le retrouver dans de la documentation. C'est-à-dire chaque carte devrait être documentée, chaque objet devrait être documenté, chaque relation devrait être documentée et on va raconter beaucoup de choses dans la documentation. Si on fait porter trop de détails sur une carte, la carte devient rapidement illisible, voire incompréhensible, sauf par les experts. Or, ce que l'on veut justement, c'est de ne pas focaliser sur de l'expertise, on veut justement que tout un chacun puisse lire une carte. Quelles sont les alternatives à Archimate? Je me suis posé cette question quand j'ai démarré en me disant finalement, cette modélisation, elle est bien, sauf que les cartes sont des cartes statiques. Donc, je ne sais pas anticiper le changement. Donc, il me manque des choses. Quand je suis sur un PLM, ce qui s'appelle un logiciel Product Lifecycle Management, on envoie un exemple, je travaille selon des arbres, un Archimate quelque part, ce sont des arbres avec une autre forme, mais ce sont des arbres. Et sur ces outils qui sont utilisés par les ingénieurs systèmes qui fabriquent des voitures, des moteurs, des avions, des fusées, des trains, ce que vous voulez, ils ont possibilité d'anticiper sur du changement, d'avoir une vision beaucoup plus dynamique. Il y a une autre démarche qui est beaucoup plus dynamique et qui permet de faire des propositions d'amélioration. Elle s'appelle AnyLogic. Par contre, elle ne s'adresse qu'à du processus. Donc aujourd'hui, je ne sais pas faire de la modélisation technologique ou fonctionnelle précise sans Archimate. Je ne sais pas faire autrement. Concernant les données, il y a une autre démarche qui est intéressante, qui s'appelle les ontologies, qu'on peut décliner à partir d'Archimate. Donc, il y a des possibilités effectivement d'intégrer à la fois de l'Archimate et puis d'autres solutions comme Protégé pour effectivement décrire des ontologies. Et on va pouvoir améliorer avec les ontologies la façon dont on décrit les données, les rendre plus précises. Si on a besoin de modèles mathématiques, parce qu'on est en train de faire soit du data mining, soit de l'intelligence artificielle, on va pouvoir le faire et le décrire un peu mieux avec une ontologie, mieux qu'on ne le ferait qu'avec Archimate. Pour l'instant, Archimate, c'est un très bon compromis, dans le sens où c'est pas trop compliqué à apprendre. 5-6 jours, on arrive à faire ses premières cartes et en même temps, ça permet de démarrer avec une structuration un peu plus aboutie de toutes les connaissances et surtout avec cette vision produit uniforme du système d'information. On ne va pas cartographier finement des processus avec Archimate. On peut le faire, c'est possible, mais ça déstabilise beaucoup les acteurs business qui ont l'habitude de voir du BPM. Par contre, on va pouvoir faire du lien entre Archimate et le BPM. On va pouvoir faire du lien entre Archimate et de l'UML, par exemple, pour faire des diagrammes de séquence ou des diagrammes de classe plus fins que ce qu'on peut trouver avec Archimate. Voilà. Avec Archimate, on a une solution gratuite qui est Archi, et qu'on peut trouver sur Internet. Et on a des solutions de modélisation qui sont certifiées, mais qui sont souvent très chères. Elles intègrent d'autres, par contre, elles intègrent d'autres démarches que n'intègre pas Archi. Elles sont parfois complexes à mettre en œuvre, mais on est toujours sur des cartes statiques. Donc, on n'a pas la vision dynamique. Ce qui veut dire quand vous allez cartographier l'existant, vous allez cartographier la vision future, ce qu'on appelle le to be, le as-is, le to be. Si vous avez plusieurs visions futures qui s'enchaînent, c'est dans la carte que vous allez devoir l'expliquer. Et quand vous allez faire les relations entre les objets, ce sera parfois difficile de repérer entre deux objets si cette relation, elle est existante ou sur la vision future à 6 mois, la vision future à 1 an ou à 2 ans. On va passer à des exemples de modélisation, des exemples de cartes.
Elles sont toutes diverses et variées. Elles sont totalement anonymisées. On ne peut pas reconnaître l'entreprise où j'ai pu faire ces cartes. Je les ai même transformées, je les ai changées de façon à ce qu'elles soient vraiment anonymes et que je puisse les partager sans problème avec vous. Celle-ci, cette carte, c'est ce que j'appelle une City Map. C'est une carte de capability. Alors, cette carte de capability, c'est une carte qui s'adresse à une entreprise qui fait de l'énergie solaire. Ce que vous voyez, les zones grises, ce sont les activités, les capacités de l'entreprise qui sont propres à son modèle d'affaires. Et puis, ce qui est à gauche, ce sont des choses qui sont beaucoup plus générales, comme la vision stratégique, tout ce qui est relations clients, le développement de services et de produits, tout ce qui est fonction support à l'entreprise, capacité support à l'entreprise, comme l'informatique, la notion de data, la robotique, l'amélioration, les ressources humaines, les achats, la finance, qui est un point extrêmement important, le marketing. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que la carte est simple. Pourquoi je la fais avec Archimate? Parce qu'ensuite, je vais avoir besoin de dire, eh ben, pour cette fonction Data Analytics, cette capacité Data Analytics, excusez-moi, je vais avoir telle solution. Il est clair qu'une carte de capability, vous pouvez très bien la faire avec du PowerPoint, ça ne pose aucun problème. Mais vous allez manquer une chose, c'est cette notion impact et mesure d'impact entre une capacité et quels sont les processus et quelles sont les applications et les données de façon fine, voire même quelles sont les technologies, les serveurs, les logiciels mis en œuvre pour la réaliser. Ce que nous apporte Archimate, c'est ça, c'est cette notion de liant et d'analyse d'impact. Alors ça, c'est un exemple retail. On retrouve la notion de stratégie, de relation client, de vente. Alors sur les ventes, c'est un peu différent de la précédente. On a des ventes en magasin, des ventes en ligne. On a la notion de marketplace qui n'est pas décrite pour l'instant. Donc vous constatez qu'une carte, elle n'est pas parfaite. Il manque des choses. On a la gestion des ressources humaines de vente, les inventaires qu'on a mis ici. On aurait pu avoir une fonction stock et très liée à la fonction achat ou à la fonction supply chain, où on aurait pu poser nos inventaires. La façon dont on organise les choses est propre à votre modèle d'affaires et propre à la façon dont vous souhaitez organiser vos activités. Voilà une couche de motivation. Donc, s'il s'agit d'une entreprise où des contrôles sanitaires ont mis en évidence des défauts de fabrication. On a des défauts de fabrication, donc c'est de l'agroalimentaire ici. Donc, on a de la R&D avec un chef cuisine, puisque ce sont des plats cuisinés. On a du contrôle qualité des méthodes et un responsable fabrication. Au-delà du contrôle sanitaire qui a mis en évidence des défauts de fabrication, ces personnes-là ont d'autres objectifs. C'est-à-dire qu'ils veulent pérenniser leur entreprise, ils veulent obtenir une certification HAP qu'on retrouve ici. Ça, c'est un principe. On veut avoir une traçabilité complète des ingrédients utilisés dans un lot de fabrication. Donc, c'est un principe qui va être mis en œuvre et qui va permettre de répondre à un objectif de ce chef cuisine, qui est une partie prenante, qui veut offrir de nouvelles recettes et de nouveaux produits. Il veut effectivement s'appuyer sur cette certification qualité pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires, mais en même temps, il a envie de faire progresser son entreprise et donc d'offrir de nouvelles recettes. Le contrôle qualité et les méthodes ont été clairement mis en défaut par ce contrôle sanitaire. Donc, eux doivent travailler sur l'amélioration de la qualité pour le client, renforcer la confiance. Et ils veulent avoir un chiffre d'affaires en hausse, c'est le goal, on le voit ici, l'objectif, avec des clients qui reviennent et de nouveaux clients. Ils veulent passer d'un chiffre d'affaires de 600 000 € à 2 millions d'euros en 2024, ce qui est une belle augmentation. Surtout que cette étude a été faite il y a quelques années déjà. Et puis, notre responsable de fabrication, lui, il a un challenge, c'est qu'il doit augmenter les quantités produites dans la perspective d'un référencement de grande distribution. C'était un fabricant de bonbons et de biscuits locaux. Et effectivement, son objectif, c'était d'être référencé par la grande distribution. Donc, au travers de ces cartes, on voit apparaître des éléments de motivation
donc qui peuvent être des principes, je veux une certification HAP, qui peuvent être des grands objectifs qui vont nous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires. Et puis, on va décliner ces objectifs en éléments opérationnels. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour pouvoir améliorer la qualité, augmenter les quantités produites, mais il va falloir automatiser des chaînes de fabrication correspondant aux différents types de produits. Et donc, on va avoir besoin d'un savoir-faire qu'on ne trouvera peut-être pas en interne, d'où la notion de capability, parce qu'en interne, on n'a peut-être pas tous les automaticiens, les électroniciens, les mécaniciens qui sont capables de faire ça. Par contre, on va avoir la capacité de maintenir et de mettre en œuvre ces automatismes parce qu'on fera appel à des prestataires. Et effectivement, cette automatisation va régler la contrainte du transport humain, donc des chariots qu'on pousse d'un atelier à un autre, et on va réduire le problème de contamination humaine sur des matières premières ou des produits sous-fabriqués, voire même des produits fabriqués. Donc, on va acheter de nouvelles machines et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on arrive à décrire et à donner une vision assez claire d'un projet. Ça, c'est une chaîne de valeur. Je vais acheter un équipement de la maison et c'est ce qui permet à un client d'acheter un équipement de la maison. Excusez-moi, j'ai dit moi parce que je me suis positionnée dans le rôle de ce client. Et donc, je vais choisir le produit, vérifier son prix, demander une livraison à domicile, payer. Cette chaîne de valeur, elle marche si je suis dans un magasin. Je rentre dans le magasin, je choisis mon produit, je vérifie son prix, sa disponibilité, je demande une livraison à domicile et je paye. Elle marche aussi si je fais du digital. Donc, vous voyez que la chaîne de valeur, elle est indépendante de comment opère l'entreprise vis-à-vis de son client. Ça peut être quelque chose de très physique, très manuel, ou ça peut être quelque chose de complètement digitalisé. Ça marche quand même. Donc, on fait bien la différence entre une chaîne de valeur et un parcours client. Le parcours client n'est pas le même quand le client rentre dans le magasin que lorsqu'il interroge une application web. À partir de ces chaînes de valeur, telles que je les ai décrites, je vais décrire finalement un modèle opérationnel. C'est-à-dire si je fais le choix, excusez-moi, si je fais le choix d'améliorer le prix et la disponibilité des produits pour le client, qu'ils viennent en magasin ou qu'ils interrogent une application, je vais travailler sur certaines capacités. Mais une capacité qui est importante dans le cas du retail ou dans le cas d'une vente en ligne, d'une vente en magasin, c'est de définir les meilleures opportunités de sourcing. C'est une capacité. Pour ça, je vais m'appuyer à la fois sur du process interne, sur de l'applicatif, mais aussi sur des partenaires qui, eux, vont m'apporter des produits, vont m'apporter des éléments. L'élément de valeur que je veux avoir, c'est de fiabiliser mes approvisionnements et la qualité et la disponibilité des produits. On est clairement en train de répondre à cette chaîne de valeur. Je dois avoir les produits qu'attendent le client en magasin ou en ligne et je dois avoir des produits disponibles avec un prix qui font que le client a envie d'acheter et d'aller plus loin. Il ne rentre pas dans le magasin pour sortir, aller chez le concurrent, ou il ne va pas sur le site web pour sortir de ce site et aller chez un concurrent. Donc, je dois travailler ces capabilities. Cette capability, définir les modèles, les meilleures opportunités de sourcing, elle implique d'avoir des sous-capacités. On va établir et maintenir un climat de confiance avec nos fournisseurs. C'est-à-dire qu'il faut que les meilleurs fournisseurs aient envie de travailler avec nous. Il va falloir s'assurer du respect des normes en vigueur par les fabricants. C'est-à-dire si je dois vendre, par exemple, des jouets en France ou en Europe, les jouets doivent respecter des normes de sécurité pour les enfants. On va gérer un panel de fournisseurs. Il est hors de question d'être en difficulté parce qu'un fournisseur est défaillant, n'a plus le produit. Et donc, on va essayer d'optimiser les achats et de partager le volume d'achats avec différents fournisseurs. Et on va établir des contrats bien définis avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, et on va s'assurer du respect des normes.
à la fois des normes environnementales, sécurité d'usage, transport et stockage. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'avec la cartographie, vous allez pouvoir commencer à identifier des points qui sont des points qui deviennent extrêmement critiques. Les normes environnementales, les normes de sécurité d'usage, les normes de transport. Par exemple, si on veut privilégier du transport entre guillemets propre, non carboné, les normes de stockage. Tout cela, vous allez pouvoir travailler sur ces sujets-là grâce à vos cartes et identifier quels sont les processus et les applications qui vont être impactés par ces nouvelles normes. Le modèle d'affaires va être décrit ici par des processus et des macro-processus, planification du sourcing, définir une politique d'achat, évaluer les fournisseurs, les partenaires, mettre en œuvre une stratégie d'achat, contractualiser, suivre la qualité, gérer les problèmes, difficultés liés au sourcing, suivre les performances, aussi par des applications. Et là, j'ai 3 applicatifs. Une application de gestion des achats, le suivi en temps réel des stocks et des besoins d'approvisionnement, et une solution de collecte des informations d'achat. Peut-être que c'est 3 applications, peut-être que c'est 2 applications, ou peut-être que c'est une seule application. À ce niveau-là, je ne le sais pas. Je ne suis pas dans une démarche technique, je suis dans une démarche de groupe fonctionnel. Un application component, c'est le nom de cet objet, c'est un ensemble de fonctionnalités. Ce n'est pas un élément technique. Je ne sais pas si ça s'appelle SAP ou Sage ou autre chose. Je sais que j'ai une application qui me permet de gérer mes achats. Je vais avoir des acteurs et des rôles internes ou externes. Donc, je vais avoir des acheteurs qui vont être spécialisés dans certains domaines produits. Je vais avoir des data analysts qui vont faire des tas d'analyses de données à partir des données que je vais maîtriser. Et je vais avoir des fournisseurs, des partenaires, donc des acteurs externes. Le client n'intervient pas ici. On sait qu'on travaille pour une chaîne de valeur particulière où le client intervient, mais là, on a récupéré l'élément de valeur qui était attendu et on le décline à la fois en capability, en capacité, et en éléments opérationnels, application, logiciel et processus. Logiciel au sens fonctionnel. De même que si je fais de la data analyse, de l'analyse de données, je vais avoir besoin d'informations. Et ces informations, je vais les représenter avec ces 2 objets. Le data object qui est là, désolé, et c'est le même objet lorsque l'on représente un objet bleu ou un objet jaune, ce qui pose problème aux personnes qui ont des problèmes de vision. Donc, ces 3 premiers objets sont des informations déjà disponibles électroniquement, elles sont bleues, et ça, ce sont de nouveaux besoins, c'est-à-dire j'ai ces informations, par exemple, sous forme Excel, sous forme papier, mais elles ne sont pas encore digitalisées, c'est-à-dire intégrées dans une application. Voilà comment j'ai écrit un modèle opérationnel à partir d'une chaîne de valeur. À partir de ce modèle opérationnel, on va faire ce qu'on appelle des heatmaps. Donc là, j'ai repris uniquement le modèle opérationnel de la précédente vue, et je vais pouvoir faire des heatmaps. C'est-à-dire que je vais, par rapport à l'objectif que l'on me demande, qui est de fiabiliser le sourcing de certains produits, je vais identifier au niveau processus ceux qui fonctionnent bien, processus vert, ceux qui ne répondent pas encore complètement à l'objectif et ceux qu'il faut revoir. Il faut se méfier avec ces couleurs vertes, orange, rouge parce qu'elles culpabilisent les acteurs. Et ça, c'est important. Donc, il faut vraiment apporter des explications sur ce que c'est qu'une heatmap. L'objectif n'est pas de culpabiliser en disant vous ne travaillez pas, c'est de dire on a besoin de faire un changement. Ce changement va être important. Rouge, ça veut dire qu'il va être très important. Le changement ne sera mineur, voire il n'y aura pas de changement lorsqu'on est en vert, et lorsqu'on est en orange, comme ici, le changement sera relativement important. Encore une fois, c'est une démarche qui est très visuelle, et donc si vous avez des personnes qui ne voient pas bien les couleurs, il va falloir trouver un autre moyen, effectivement, sans doute par des tableaux, en disant changement important, changement médium et peu ou pas de changement pour remplacer ces notions de couleur. Vous avez la même chose sur les applicatifs et sans doute la même chose sur les données. Donc là, on est en train de définir à partir de notre modèle opérationnel, on a analysé le modèle opérationnel existant et on identifie les éléments qui doivent être transformés. À la suite, on aura des cartes qui vont décrire les services fonctionnels, les nouveaux processus et qui vont décrire le futur. Donc, je ne vais pas plus loin là-dessus.
C'était encore une fois un exemple de transformation. Ici, j'ai un réseau d'acteurs. Donc, j'ai une chaîne de valeur. C'est une chaîne de valeur d'une société industrielle qu'elle a construit comme cela. Donc, concevoir, chercher, préparer, organiser, produire, acheter, installer. Et puis, j'ai un élément de chaîne de valeur qui est un petit peu en dehors, mais extrêmement important, qui est tout ce qui concerne la gestion et l'administration de l'entreprise. Et j'ai des acteurs. Donc là, j'ai identifié les principaux acteurs qui interviennent sur la chaîne de valeur. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, je vais pouvoir ensuite faire un maillage de ces acteurs et donc décrire comment ces acteurs communiquent entre eux pour réaliser cette chaîne de valeur. Donc, c'est une première analyse, un premier audit de qui sont les acteurs impliqués dans la réalisation d'une chaîne de valeur. On n'a pas décrit les processus, on a décrit soit des acteurs clairement identifiés sur un organigramme, soit des rôles qui correspondent à des métiers. Il est important, associé à chaque acteur, de décrire quelles sont ses contributions. Et les contributions aux activités d'un acteur chez Archimate s'appellent soit une business function, soit un business process, donc une fonction métier ou un processus. Innovation est une fonction métier. Le responsable R&D appartient à cette fonction R&D. C'est même lui qui la dirige. Donc, on a cette relation qui est une relation d'assignement, d'assignment. Donc, on a assigné une responsabilité à un responsable innovation. Et il va falloir peut-être décrire quelle est l'assignation. Donc là, ça va être dirige. Et ils vont réaliser au niveau de l'innovation ces activités-là, piloter des projets, effectuer des travaux de recherche, travaux de développement, industrialiser, gérer des données, apporter de l'expertise et du conseil. Donc ça, c'est une description macro. Je vous recommande avec Archimate de rester à une vision très macro. Si vous avez besoin ensuite de décrire les processus fins qui vont permettre d'effectuer des travaux de recherche ou d'innovation ou d'autres choses, passez en BPM. N'utilisez pas Archimate, on peut le faire, mais encore une fois, visuellement, c'est pas aussi performant que peut l'être BPM. Et surtout pour vos acteurs métiers, ils ont l'habitude du BPM, donc ne les déstabilisez pas. Donc là, on a une autre fonction, méthode, et pour chaque élément de cette fonction, on va avoir quelles sont les solutions applicatives. Donc, vous aurez donc la fonction, méthode, les activités, encore une fois, un responsable méthode, on aurait pu mettre d'autres acteurs, on n'en a pas mis. Et puis, on a ici avec développer, ordre de fabrication, référentiel, évolution, gestion de la fabrication, prévoir les achats, gestion des coûts de fabrication, des services applicatifs. Et puis dessous, des logiciels. On a même MS Excel qui effectivement indique que là-dessus, il va falloir sans doute travailler pour automatiser un peu mieux les ordres de fabrication, soit avec Teamcenter, soit avec leur ERP, la Navision. Voilà. Là, on a montré des flux entre la CAO, Teamcenter, et l'ERP, le Navision, donc entre deux fonctions, la fonction méthode et la fonction achat. La fonction méthode envoie à la fonction achat des besoins de fabrication, d'achat ou de pièces standards. Ça veut dire que s'ils utilisent pour communiquer autrefois le mail, maintenant un logiciel de CAO qui communique avec le RP les besoins, les ordres de fabrication, donc c'est un document Excel converti en texte, donc des besoins d'achat qui sont intégrés dans le système qui gère les achats pour ensuite être réalisés. Avec Archimate, la notion de données est extrêmement importante, tout comme avec UML, BPM ou autre. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et là, on a 3 niveaux de données. C'est une gestion de l'eau. Donc, dans un contexte industriel, j'ai une application qui gère les fabrications. J'ai des lots de fabrication. Ces lots de fabrication, là, c'est une vision fonctionnelle. Et ces lots, cette information lot est réalisée
par la base de données fabrication et donc des schémas de table qui vont réaliser. Là, la relation, c'est une réalisation. Là, la relation, c'est une relation d'accès. Donc, l'application fabrication accède au lot et elle y accède en lecture et en écriture. Et c'est l'eau, cette base de données lot fonctionnelle, cette vision fonctionnelle des lots va réaliser ces éléments-là. C'est-à-dire, c'est toute la vision métier de ce que c'est qu'un lot. Pour le métier, la description d'un lot implique d'avoir une vision des matériaux, du produit à fabriquer, des séries à fabriquer et donc des gammes de fabrication, des lignes de fabrication, des machines, des étapes de fabrication qui vont intégrer des composants, un paramètre de procédé et de l'outillage. Donc décrire un lot, ça bien au-delà qu'une identification de lot avec un numéro et suivre la traçabilité des lots, qui est finalement l'activité que l'on veut réaliser, suppose d'avoir identifié tout cela, donc l'identification des lots, donc toute cette description qui est d'un point de vue métier, et toute cette description d'un point de vue métier se retrouve dans une application fabrication avec cette identification logique des lots qui sont réalisés par une base de données physique, Oracle, SQL Server, ce que vous voulez, que l'on trouve décrite ici. Donc, on a bien les 3 niveaux de description des données. Ici, j'ai une description fonctionnelle de l'application et de ses usages. C'est ce qui apparaît comme étant important. Et on décrit le métier d'un data scientist. Donc, il collecte les données, il nettoie les données, il les explore, il les analyse, il en tire des modèles ici, et ensuite il déploie ces modèles. Il va avoir une application de machine learning qui va lui permettre de faire tout ça. Donc, la data acquisition, donc des données en temps réel, des données qui viennent d'autres systèmes de données, des données qu'il va charger manuellement. Il va faire de la validation de données, de la modélisation. Il va commencer à améliorer, à apporter de nouvelles fonctionnalités à sa solution. Donc, sans doute développer des API pour mieux nettoyer les données. Il va pouvoir visualiser les données, les exporter, et ainsi de suite, et produire des algorithmes. Donc, ce sont les attendus, les grandes fonctions que doit comporter cette application de machine learning. Je ne sais encore pas techniquement comment c'est fait, ça n'a pas d'importance, je sais que j'ai besoin de tout ça. Là, j'atteins les couches technologiques. Donc, comment je fais le lien, vous avez vu, entre différentes couches? J'ai toujours un lien avec une autre couche. C'est-à-dire que là, j'ai 3 niveaux de lien. J'ai le niveau physique, fonctionnel logique et la couche métier. Là, j'ai une couche fonctionnelle, une couche business. Systématiquement, même quand je décris de la technologie, eh bien, je vais rajouter un élément fonctionnel. Cet élément fonctionnel qui va faire le lien avec la vision métier. Donc, je vais pouvoir, par ce biais-là, dire que tel serveur d'application, tel OS, telle technologie va permettre de réaliser telle application et qui sert tel processus. Donc là, j'ai un node, une plateforme, j'ai un serveur d'application, un serveur de base de données, des OS, du firewall, une base de données, du Postgre, du Kubernetes avec la notion de container qui réalise un service technologique. Et puis les notions d'API, alors là, on peut les représenter de 3 façons. On peut les considérer comme un service. C'est une API que j'achète, que je trouve, par exemple sur AWS, Azure. J'ai des services d'API, très bien. Donc ce sont des services. Ça peut être quelque chose que j'ai développé. Donc là, c'est un bout de logiciel, donc c'est quelque chose que je maîtrise, c'est du logiciel, ou je peux considérer simplement une API comme une interface qui me donne accès à un système. Donc en fait, les objets, il y a une certaine souplesse dans leur usage en fonction de à quoi ils servent, d'où ils viennent et qui les a produits. Voilà une couche technologique qui permet de décrire le hosting, donc l'hébergement physique. Donc, j'ai un site business avec une zone intranet, un PC, Windows 7.10 Workstation, qui est un node, permet de décrire le PC. Et dessus, j'ai 2 applicatifs.
Et puis là, sur ce data center, j'ai une application Citrix qui contient le Citrix ZenApp, un .NET Framework avec un exécutable d'application et puis un Windows Server et puis une base de données, un serveur de base de données qui est là et avec du lien par intranet. Les cartes, vous le voyez, elles sont simples. Il faut réussir à les garder simples. C'est vraiment un enjeu, ça, de garder ces cartes simples. Cette dernière carte présente un plan de migration technique et ce sera la dernière que je vous précise, que je vous présente. Donc, on a possibilité de décrire des paliers de déploiement avec Archie et Archimate. Et avec Archimate, donc là, j'ai une application en version 2.4. Mon objectif, c'est de passer en 5.4. Et pour chaque palier, je vais pouvoir dire qu'est-ce qui change. Donc, dans l'application 2.4, qui est la version existante, donc j'ai un logiciel. Donc voilà, et puis j'ai des éléments de serveur, de logiciel, de client riche, etc., de base de données. Dans la version 3, j'ai toujours ce logiciel, etc., mais j'ai toujours mes devices que je gère. Je suis passée par contre à du SQL Server et sur l'application 4, mais j'ai plus ces éléments-là. Sans doute que j'ai externalisé ça sur Azure ou AWS, je ne l'ai pas décrit et ainsi de suite. Et la version 5.4, elle apportera quelque chose d'autre. Et je vois qu'à la version 3, je vais avoir une grosse migration de données à faire. Donc ça, c'est un gros livrable à produire et je vais avoir à produire un client web. Là, j'étais sur un client riche, je le vois là, et je passe à un client web. OK? Voilà. En gros, voilà les quelques cartes qui sont des exemples. N'hésitez pas à revenir vers moi. L'important, en fait, c'est de simplifier le modèle, toujours. Vous avez un modèle Archimet qui est extrêmement riche. Il faut d'abord le simplifier. Ma recommandation, c'est effectivement de commencer par travailler sur votre démarche et puis de vous tourner ensuite vers une solution payante, mais de vraiment travailler votre démarche, à quoi elle va vous servir, qu'est-ce que vous voulez en faire, quelles sont les cartes que vous voulez produire, où est la documentation, comment trier cette documentation, comment la mettre à jour, quel est votre plan d'action par rapport à cette documentation, et puis de démarrer sur des cas d'usage simples, éventuellement un projet qui va vous permettre de recartographier l'ensemble d'une application dans sa vision existante, sa vision future, et donc d'expérimenter et de vraiment mettre en œuvre la démarche. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.